Donc, bonjour à toutes et à tous. Au niveau du réseau Terrae, on avait envie de s'intéresser à tout ce qui concerne la diversification au sein de vos fermes. Et donc, c'est un webinaire aujourd'hui qui va présenter la diversification vraiment dans son ensemble. Donc, grâce à Elisabeth Jérôme, qui est employée chez Accueil Champêtre Wallonie, qui va vraiment nous dresser un portrait assez large de ce que la diversification peut être au sein des fermes en Wallonie. Et nous ferons un deuxième webinaire sur plutôt la transformation des productions à la ferme avec Diversifermes, mais là, ce sera plutôt pour le mois de mai. Donc aujourd'hui, je vais laisser la parole à Elisabeth. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je travaille pour Accueil Champêtre en Wallonie, donc qui est une ASBL qui accompagne les agriculteurs, mais pas que, aussi les artisans et les ruraux, donc les personnes qui vivent à la campagne, pour tout ce qui concerne les projets de diversification par l'accueil à la ferme et à la campagne. Et donc, moi, aujourd'hui, je vous propose de passer un peu en revue ce que c'est la diversification, un peu des chiffres globaux au niveau de la région wallonne et de voir en quoi concernent les grandes catégories de diversification pour pouvoir éventuellement s'orienter vers le développement d'un tel projet au sein de vos fermes. Comme on n'est peut-être pas beaucoup, si vous avez des questions au fur et à mesure, à moins que ce ne soit toutes les 2 minutes, mais n'hésitez pas non plus à m'interrompre ou à poser des questions, ce serait peut-être un peu plus dynamique. Et sinon, on verra aussi à la fin. J'espère que je saurai répondre à tout. Moi, j'ai plutôt un rôle transversal, donc s'il y a des questions vraiment très techniques auxquelles je ne saurais pas répondre, je devrais vous orienter vers mes collègues où on est orienté par cellule en fonction du type de diversification. Donc, juste pour démarrer, un petit peu, nous, ce qu'on appelle la diversification en économie, c'est généralement le fait pour une entreprise soit de varier ou d'élargir la gamme de ses produits et de ses clients pour se développer et surtout se protéger des aléas de l'activité principale. Et donc, d'un point de vue agricole, ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle d'une ferme, la diversification, ça se définit généralement comme les activités qui sont indissociables de l'exploitation et qui génèrent un revenu et qui sont réalisées avec les moyens humains, patrimoniaux, immobiliers et matériels de l'exploitation. Et donc, on distingue un peu deux types de diversification, la diversification purement agricole. Donc ça, c'est vraiment quand au niveau de la culture et de l'élevage de la ferme et dans une zone considérée, on va venir mettre en place une spécificité ou une nouvelle filière au niveau de la ferme. Et alors, on a ce qu'on appelle la diversification para-agricole, qui là, c'est vraiment des activités non agricoles, mais basées sur l'exploitation elle-même et exercées par les personnes qui sont liées à la ferme, donc très souvent l'agriculteur et sa famille. Donc, ces activités-là, elles peuvent se faire soit en nom propre ou dans le cadre d'une entité juridique qui est distincte de celle de la ferme. Et donc, c'est souvent les filières liées au tourisme, à la vente directe et à la transformation, aussi la production d'énergie pour la revente, des activités d'accueil et de loisirs, des travaux pour tiers, etc. Et donc, nous, chez Accueil Champêtre, on est plutôt une ASBL d'accompagnement pour tout ce qui est activité para-agricole. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les principales raisons de pourquoi on se diversifie, donc ça, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais donc elles sont souvent liées à l'économie de la ferme, à des motivations aussi sociales et des motivations qui peuvent être aussi environnementales, plus dans le cadre alors d'une diversification purement agricole. Très souvent, ce qu'on rencontre, c'est des motivations plutôt économiques, soit pour la survie carrément de l'exploitation, avoir un complément de revenu, faire revenir quelqu'un sur la ferme aussi, réorientation donc professionnelle d'une des personnes de la famille, avoir moins de dépendance vis-à-vis des aides et du marché, pouvoir contrôler ses propres prix. Voilà. Au niveau des chiffres globaux, en Wallonie, donc ça, ce sont des chiffres qui datent de 2020 parce qu'ils n'ont pas encore été mis à jour, mais donc en 2020, on avait 12 700 exploitations, ça n'a plus beaucoup bougé depuis. Et sur ces 12 700 exploitations, il y en a à peu près 4 600 qui sont diversifiées, donc c'est un peu plus d'une exploitation sur 3. Et donc ça peut prendre diverses formes, soit la vente en circuit court, le travail à façon, la transformation ou encore l'accueil à la ferme, le tourisme.
Et donc ce chiffre-là de 4 500, depuis 2010, il n'a fait qu'augmenter pour arriver à ce nombre de 4 000, presque 4 600. Et au niveau de la part des revenus de la diversification dans les revenus totaux de la ferme, ces revenus sont souvent non négligeables et il y a même des fermes qui basent l'entièreté de leurs revenus sur toutes les activités liées à la diversification, notamment quand elles commercialisent en circuit court. Donc juste ici un petit graphique, c'est pour vous montrer donc le bâton global, ça représente l'ensemble des fermes wallonnes qui sont séparées entre les fermes qui sont diversifiées en jaune et les fermes qui ne sont pas diversifiées en bleu. Donc en jaune, c'est des fermes qui exercent au moins une activité de diversification, elles peuvent en exercer une ou plusieurs. Et donc on voit que le nombre de fermes diversifiées depuis 2010 ne fait qu'augmenter, donc il a presque même doublé pour arriver donc à ce chiffre de plus ou moins 4 600 exploitations diversifiées en 2020. C'était aussi des chiffres en 2020 qui ont été récoltés juste après la période du Covid. Et donc, la majeure partie de ces 4 600 fermes diversifiées, c'était des fermes qui pratiquaient de la vente en circuit court. Et donc, il faudra voir avec les chiffres qui ont été récoltés en 2023 si cette tendance-là va se confirmer ou pas, ou si les chiffres vont quand même un petit peu redescendre. Donc ça, c'est des données officielles qui sont récoltées dans le cadre de l'enquête, dans le cadre d'une enquête de Stadbel qui est envoyée à tous les agriculteurs en Wallonie. C'est les chiffres les plus globaux qui existent à l'heure actuelle. Alors, au niveau de la répartition des activités de diversification en Wallonie, le premier type d'activité qu'on observe, c'est tout ce qui concerne la commercialisation en circuit court. Et donc, majoritairement, ceux qui commercialisent en circuit court le font directement à la ferme. Alors, il y en a, ça peut être juste vendre un petit peu de pommes de terre au bord de la route dans un distributeur automatique ou de la vente de fraises. Ou alors, ça peut se matérialiser par un point de vente physique à la ferme. Ensuite, on a tout ce qui concerne les travaux agricoles à façon ou des travaux non agricoles. Donc là, c'est lorsque, avec le matériel de l'exploitation, l'agriculteur va effectuer des travaux soit pour d'autres agriculteurs ou encore pour des collectivités, donc notamment tout ce qui est déneigement ou tailler des haies, etc. En quatrième position, on a tout ce qui est la transformation alimentaire des produits de la ferme. Donc là, il y a à peu près 700 fermes, d'après les derniers chiffres, qui font de la transformation de leur production. Et majoritairement, ces fermes-là, donc presque la totalité, vendent en circuit court alors les produits qu'elles transforment. Et puis, on a tout ce qui concerne l'accueil à la ferme avec le tourisme, les hébergements et les activités pédagogiques ou sociales. Ça représente à peu près 300 fermes. Et puis alors, il y a des activités un peu plus négligeables en termes de nombre d'agriculteurs qui les pratiquent avec la production d'énergie renouvelable, la transformation du bois et l'artisanat, etc. Voilà. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur les chiffres, donc il y a une fiche spécifique à la diversification qui est reprise sur le site État de l'agriculture Wallonie. Et vous avez le lien aussi vers la fiche spécifique pour la diversification et qui reprend un petit peu ce que je viens de présenter. Alors donc maintenant, on va passer en revue les différents types de diversification que nous, on encadre chaque œil champêtre. Donc spécifiquement, nous, on fait de l'accompagnement pour les porteurs de projets pour les hébergements touristiques de terroir, pour la transformation alimentaire et la commercialisation en circuit court, pour les activités pédagogiques à la ferme et pour les activités de loisirs. Et donc, on va un petit peu voir tout ça maintenant. Donc, au niveau des hébergements touristiques de terroir, ici, on a une petite vidéo de présentation de porteurs de projets en gîte dans le Brabant wallon. Donc, voilà, je vous laisse regarder. On s'est rencontrés il y a 6 ans. Il y a 6 ans et on s'est rendu compte qu'elle avait aussi cette envie d'ouvrir un gîte
on s'est rendu compte qu'on était un petit peu complémentaires pour ce type de projet. Et ça rentrait bien dans le cadre de la ferme, hein, puisqu'on est ici dans une ferme en carré typique du Brabant, qui date du XVIIIe siècle. Ce gîte-là, on le voulait vraiment authentique, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment respecter l'âme de la maison. Les matériaux qu'on a choisis, les matériaux complémentaires, on voulait qu'ils se fondent vraiment dans la maison. On avait à la base une belle charpente, des pierres bleues, des parquets magnifiques, donc on ne voulait pas gâcher ça et continuer sur la même lignée. Ce qui m'a fait le plus plaisir dans le projet, c'était partir à la recherche de chaque objet. J'ai beaucoup chiné sur les brocantes, sur les sites de seconde main. Et voilà, pour trouver à chaque fois la petite perle rare que je voulais avoir. Le fait de faire tout ça à deux rend les choses beaucoup plus sympas. Et, On peut parler de la petite anecdote de la calandreuse. Voilà, donc une petite activité de couple hebdomadaire où toutes les semaines on va dans un petit lavoir ici pas loin pour passer tous nos draps, les draps. Pour la faire repasser dans la calandreuse et donc voilà, on s'amuse. De s'informer dès le départ et prendre contact dès le moment où on a l'idée de faire un gîte. Ouais. Parce que c'est vrai que parfois, nous, on s'était posé des questions avant et voilà, on a mis de l'énergie à chercher les réponses, alors que voilà, une prise de contact avec le réseau et le gestionnaire du dossier nous apporte beaucoup de réponses à la question. Ouvrir un gîte de 15 personnes, c'est pas rien, hein. Donc c'est quand même un gros investissement. Donc ça fait du bien de se sentir épaulé. Ouais, soutenu et encadré. Ouais. Ils se sentent comme à la maison et ça évidemment c'est le plus beau compliment qu'on puisse avoir parce que c'est ce qu'on voulait. Ouais. On a fait le gîte comme ouais, pour nous. Comme pour nous et on y a mis en fait beaucoup d'énergie. Et tout notre cœur. Voilà. Et ça fait plaisir d'avoir les compliments en retour. Voilà. Et donc, à la ferme du Passavant, ils ont aussi un magasin à la ferme maintenant qui est ouvert. C'est un point de vente à Gricover aussi, donc en plus des gîtes, quoi. Alors, tout ce qui est gîte, enfin les hébergements touristiques de terroir, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout ce qui est chambre d'hôtes, gîtes, mais aussi camping à la ferme et hébergements insolites qui sont très en vogue pour le moment. Alors, la distinction entre un gîte et chambre d'hôte, donc vraiment le gîte, c'est une location, c'est une maison de vacances qui est indépendante de la maison du propriétaire, quoi. Il n'y a pas des repas qui sont fournis, donc il y a tout sur place pour pouvoir cuisiner soi-même quand on est en vacances là-dedans. Généralement, les locations se font minimum sur 2 nuits. Et on a des gîtes de petite capacité qui peuvent aller de 2 personnes jusqu'à 70 personnes, ça dépend un petit peu. Les prix comprennent le montant de la location, les charges, les suppléments. Il y a une caution qui est généralement demandée. Alors qu'en chambre d'hôte, c'est vraiment la chambre, là par définition, c'est la chambre chez l'habitant, avec aussi un espace généralement salle de bain compris dans la chambre, avec la fourniture du petit déjeuner et parfois de la table d'hôte. Et là, les locations peuvent se faire à la nuit. On a maximum dans une maison qui a des chambres d'hôtes, on peut avoir maximum 5 chambres. Sinon, alors on passera, on ne peut pas avoir la qualification de chambre d'hôte. Et les prix sont généralement fournis avec le petit déjeuner inclus. Alors au niveau des obligations légales pour pouvoir ouvrir un gîte ou une chambre d'hôte en Wallonie, le minimum à avoir, c'est un permis d'urbanisme. Donc maintenant, depuis 2023, quand on ouvre un hébergement touristique de terroir,
soit au sein d'une construction existante ou soit pour une nouvelle construction. Donc, on va modifier l'affectation si c'est une rénovation. Il faut un permis d'urbanisme et il faut déclarer aussi dans ce permis d'urbanisme que l'affectation, ça va être pour du tourisme, quoi. Et par contre, au niveau des chambres d'hôtes, ça, c'est pas concerné par ce permis d'urbanisme. Il faut aussi tout ce qui est attestation de sécurité incendie. Donc ça, c'est auprès de la commune aussi. Et donc ça, l'attestation de sécurité incendie, elle est valable entre 5 et 10 ans. Ça dépend si vous allez être reconnu par le commissariat général au tourisme ou pas. Et alors, la troisième chose, c'est une déclaration d'exploitation. Et donc ça, c'est une déclaration sur l'honneur qui est faite au commissariat général au tourisme. Donc ça, peu importe, quand vous ouvrez, même en fait, tous ceux qui font Airbnb chez eux devraient remplir au minimum ces 3 règles. Alors en plus de ça, vous pouvez être autorisé au niveau du commissariat général au tourisme. Et donc là, ça vous permet de demander l'appellation protégée, donc gîte à la ferme ou gîte rural. Donc, pour être déclaré gîte à la ferme, il faut que l'hébergement soit situé dans un rayon très proche de la ferme. Donc, si vous êtes propriétaire de la ferme et que vous ouvrez un gîte dans le village, mais à 5 km plus loin, alors vous ne pourrez pas avoir l'appellation de gîte à la ferme, mais simplement plutôt de gîte rural, même si vous êtes agriculteur. Et donc, ça vous permet aussi d'obtenir le classement officiel des épis ou des clés, donc qui va de 1 épi à 5 épis, en fonction en fait de l'aménagement du gîte. Ça permet aussi d'être, en étant autorisé au CGT, donc au Commissariat général au tourisme, d'avoir des subventions pour l'aménagement et aussi la sécurité incendie. Ça vous permet aussi de bénéficier de la promotion officielle, donc tout ce qui concerne Visite Wallonia, le commissariat général au tourisme, et de se retrouver sur les différents sites de ces structures-là. Et ça vous permet d'avoir accès à l'outil régional de commercialisation, donc ce qu'on appelle l'ORC, qui est en fait un outil qui vous permet de pouvoir offrir des réservations en ligne pour l'hébergement et donc de vous passer d'aller par des structures commerciales, soit comme Airbnb, Booking ou encore Arden Étape. Se faire reconnaître par le commissariat général au tourisme, donc c'est vraiment optionnel. Donc on vient déjà de voir les différentes choses que ça permettait, mais donc c'est ça en fait, le fait d'être reconnu au commissariat général au tourisme pour l'attestation sécurité incendie, ça vous permet d'avoir une attestation qui est valable 10 ans plutôt que 5 ans si vous n'étiez pas reconnu. Et donc cette reconnaissance officielle par le commissariat général au tourisme, elle peut se faire soit pour les chambres d'hôtes, pour les gîtes, mais aussi les campings à la ferme. Alors ici, une petite infographie pour simplement montrer la différence entre un hébergement touristique de terroir qui est autorisé, ce que ça permet, et par opposition à un hébergement touristique de terroir non autorisé. Alors, au niveau du secteur global des gîtes et chambres d'hôtes et des hébergements touristiques de terroir en Wallonie, la concurrence, elle est forte quand même pour le moment, mais le secteur est en perpétuel renouvellement. Donc, il y a tout le temps des nouveaux hébergements qui arrivent et il y en a qui arrêtent des propriétaires qui arrêtent leur activité en continu. Et donc, du coup, en fait, ça reste quand même un secteur fort attractif, et notamment pour tout ce qui est tourisme durable, slow tourisme, et le fait qu'on se déplace aussi peut-être moins loin, surtout depuis la période Covid, pour partir en week-end et en vacances. Et donc, en Wallonie, il y a à peu près 3000 hébergements touristiques de terroir reconnus. Et à peu près la même chose de non reconnus. Tout ça en parallèle de tout ce qui est hôtel ou encore les gros campings, etc., quoi, les sites plus touristiques, quoi. Le fait d'avoir des hébergements touristiques de terroir, donc quand on est agriculteur, en fait, ça vous permet
aussi souvent de pouvoir mettre en valeur un certain bâti existant, de mettre en valeur aussi le terrain, notamment dans le cas des hébergements insolites ou des campings à la ferme, de rentabiliser une rénovation aussi. Et puis alors d'accueillir des gens et d'aller à la rencontre des gens ou encore d'utiliser des espaces non utilisés dans la ferme, quoi. Au niveau des types de clientèle, actuellement, vous pouvez vous orienter vers soit l'accueil plutôt de familles pour des vacances ou des événements, ou l'accueil de groupes d'amis. Il y a aussi certains propriétaires qui s'orientent plus vers l'accueil de tout ce qui est dans le cadre de séjours d'entreprise. Donc, soit pour des ouvriers sur chantier, souvent dans les régions du Hainaut, qui sont mitoyennes avec la France. Ça se fait plus dans ces régions-là, ou alors pour tout ce qui est séminaire et séjours dans le cadre du travail, quoi. Les origines et tendances de la clientèle, en fait, c'est souvent dans les hébergements touristiques de terroir du tourisme de proximité, et donc on est dans un rayon de 100 à 200 km autour de l'hébergement, et donc la clientèle est essentiellement belge, française, hollandaise. Voilà, donc c'est vraiment les pays limitrophes à la Belgique. Et alors les séjours, principalement, c'est plutôt pour des séjours de courte durée. Voilà, ici, c'est en synthèse une petite infographie pour les tendances 2023 pour les hébergements touristiques de terroir, donc vraiment le tourisme de proximité. On constate aussi qu'il y a de plus en plus des réservations de dernière minute, des réservations aussi en direct auprès du propriétaire, d'où l'importance en fait peut-être d'essayer de se passer des structures commerciales pour les réservations. Et alors, des séjours en famille aussi, mais souvent en couple. Et alors, tout ce qui est cyclo-tourisme, et donc en lien, par exemple, avec le label Bienvenue Vélo, on l'évoquera un peu plus tard. Ça fonctionne bien aussi. Alors, au niveau des aides du Commissariat général au tourisme, ici, donc, il y a des aides qui sont possibles quand on est reconnu par le Commissariat général au tourisme et qui varient entre 2 500 € pour des meublés de vacances jusqu'à donc un peu moins de 20 000 € pour des gîtes à la ferme. Alors, il faut savoir qu'ici, il y a une grosse révision du Code wallon du tourisme. Donc, les montants vont peut-être un petit peu varier dans les prochaines années. Donc ici, on a de nouveau une vidéo qui va présenter un peu ce que c'est l'outil régional de commercialisation. Wallonie-Belgique Tourisme vous présente l'ORC, votre outil régional de commercialisation. Que vous gériez un hébergement, un musée, une attraction ou une activité outdoor, quelle que soit votre activité touristique, aujourd'hui, l'e-commerce est incontournable pour permettre des réservations rapides et à tout moment. Avec l'ORC, vous vous vendez en direct au départ de votre propre site ou de votre page Facebook. Le tout sans commission. Vous bénéficiez aussi d'une visibilité accrue sur les moteurs de recherche, sur notre site visitewallonia.be et ceux de nos partenaires. Et donc de plus de réservations. D'où qu'elles viennent, elles sont synchronisées dans un planning unique grâce au Channel Manager. Avec un seul écran, en toute simplicité, vous gérez et encaissez vos fonds directement et de manière sécurisée. Que vous proposiez des chambres, de la billetterie, de la location de matériel ou encore des visites guidées, notre outil développé par Eloa est adapté à vos besoins spécifiques. S'inscrire dans notre projet e-commerce, c'est s'équiper d'une interface simple, mais aussi augmenter sa visibilité grâce aux campagnes sur Internet et les réseaux sociaux et bénéficier de nouveaux canaux de distribution. Vous avez besoin de conseils pour réussir votre transition numérique. Nous vous proposons également un accompagnement personnalisé et des formations. Quoi de mieux pour développer votre business ? Intéressé ? Faites votre demande d'adhésion via orc.wallonie-belgique-tourisme.be. Vous avez besoin d'informations complémentaires ? L'équipe e-commerce de Wallonie-Belgique Tourisme est à votre disposition par mail ou par téléphone.
L'ORC est une initiative de Wallonie-Belgique Tourisme, en étroite collaboration avec le Commissariat général au tourisme et les partenaires des associations professionnelles et des organismes touristiques wallons. Alors, une autre formule pour faire du tourisme à la ferme, c'est tout ce qui est camping à la ferme. Et donc, la demande est plutôt bien présente, mais par contre, l'offre est très limitée. Donc, nous, je pense que dans nos membres, on a 2 ou 3 personnes qui font des campings à la ferme. Ça évolue aussi vers plus de l'hébergement insolite, donc tout ce qui est glamping. Et ça nécessite aussi des aménagements et des hébergements de qualité. Alors ici, une petite infographie qui reprend un peu globalement tout ce qu'il faut pour ouvrir un camping à la ferme. Donc c'est être par exemple un maximum 300 mètres d'un des bâtiments de la ferme, avoir forcément des activités agricoles, au minimum 1 art par emplacement. Alors, il y a tout ce qui concerne la définition d'abri mobile aussi à laquelle il faut bien faire attention. Ça nécessite aussi d'avoir un accès à l'eau potable et à des sanitaires, soit communs ou dans des abris mobiles. Alors, au niveau de la reconnaissance par le Commissariat général au tourisme, ça va permettre alors d'avoir des subventions pour les sanitaires, pour les vestiaires, pour la sécurité incendie. Au niveau des obligations légales, donc il y a de nouveau cette attestation de sécurité incendie, des assurances spécifiques, tout ce qui est lié à l'épuration des eaux et permis d'environnement et d'urbanisme pour pouvoir implanter donc ces abris mobiles tout près de la ferme. Et généralement, c'est une activité qui va s'étendre durant la belle saison, donc à partir de Pâques et jusqu'à mi-novembre. Voilà un petit peu pour tout ce qui concerne les campings à la ferme. En parallèle de ça, une autre activité d'hébergement touristique qui nécessite moins d'obligations au niveau de tout ce qui est permis, c'est l'accueil de motorhomes à la ferme et à la campagne. Et donc là, c'est vraiment proposer des aires de stationnement pour faire des étapes courtes, contrairement parfois au camping, mais dans un lieu sécurisé et surtout de nature, en dehors des sentiers battus. Mais donc, vraiment, il y a une forte demande pour les gens qui voyagent en motorhome parce que souvent, ils se retrouvent dans des parkings communaux ou quoi où l'environnement n'est pas toujours génial et pas très orienté vers la nature et le dépaysement. Et donc, la demande est très forte à ce niveau-là et c'est très facile à implanter pour des porteurs de projets parce que ça nécessite peu d'investissement et aussi peu d'obligations légales, contrairement par contre au camping à la ferme, pour autant que ça reste un minimum de 3 aires de stationnement, sinon on se passe alors dans la réglementation des campings à la ferme, quoi. Et ça permet vraiment d'avoir des revenus aussi complémentaires parce que soit la location de l'emplacement est payante avec un faible prix qui peut aller de 6 à 8 euros la nuit, soit la location est gratuite, mais alors c'est lié souvent à un magasin à la ferme, par exemple, ou à des activités qui sont offertes via la ferme. Et donc, comme les gens viennent stationner à la ferme, ils en profitent pour aller dans le magasin ou profiter des activités qui sont proposées. Et donc, généralement, le panier moyen dans les chiffres qui sortent, c'est plutôt de 50 euros par personne pour les séjours, quoi. Alors oui, c'est ça, au niveau de la législation, pour tout ce qui est accueil de motorhome, ça nécessite simplement une demande d'autorisation à la commune pour 3 emplacements. Sinon, alors on est dans tout ce qui est camping à la ferme. Alors, vous avez ici des liens vers les sites internet de référence pour tout ce qui est voyage en motorhome. Les Français sont très friands de ce type de voyage. Donc ici, il y a une vidéo explicative aussi de personnes qui ont développé ce type d'accueil en lien aussi avec la vente des produits de la ferme. C'est la liberté avant tout.
La liberté de choisir l'endroit où l'on veut s'arrêter. C'est aussi une façon de rencontrer des gens qui viennent d'horizons différents. L'idée de pouvoir voyager à son aise, avec une autonomie. Pouvoir faire découvrir notre quotidien à la ferme. La liberté de pouvoir voir ce qu'il y a lieu dans les tout petits villages. Nous, on a vraiment trouvé là une idée intéressante. Ce n'est pas une tente, ce n'est pas une caravane, c'est un camping-car et je vais où bon me semble. Pourquoi avoir choisi d'accueillir des motorhomes? C'est parti d'un constat tout simple, c'est qu'on habite un endroit au calme, au milieu de la nature, et on s'est dit qu'on avait envie de faire profiter d'autres personnes de cet endroit, là où nous habitons. Nous en avons parlé autour de nous et des camping-caristes nous ont directement dit que c'est quelque chose qu'ils recherchaient beaucoup. Nous, on a vraiment trouvé là une idée intéressante pour pouvoir faire découvrir notre quotidien à la ferme, pouvoir faire découvrir nos élevages et promouvoir ce que nous produisons ici. Et c'est aussi une façon de rencontrer des gens qui viennent d'horizons différents et ça c'est vraiment quelque chose qui nous intéressait aussi, le côté relation qu'on lie avec les gens qui viennent chez nous, c'est quelque chose de vraiment intéressant et qui est vraiment gratifiant pour nous aussi quand on a les retours des gens qui découvrent un univers qu'ils ne connaissent pas vraiment et qui ont appris des choses en repartant d'ici. C'était vraiment ce qu'on recherchait et ce qu'on a trouvé. C'est vrai que les gens, en venant ici, voient nos bâtiments, voient comment on élève nos animaux et il y a un retour parce que les gens achètent nos produits en voyant que nous ne sommes pas du tout dans quelque chose d'industriel, mais que nous sommes sur des produits vraiment locaux et dans un élevage de petite échelle et ça intéresse les gens et donc on peut dire qu'il y a aussi à ce niveau-là une retombée financière parce que nous vendons des produits. Donc voilà, ici vous avez des liens vers des documents utiles qui sont sur notre site internet sur tout ce qui concerne les hébergements touristiques de terroir pour ouvrir un gîte, ouvrir une chambre d'hôte, ou un projet de motorhome à la ferme. Également tout ce qui concerne la gestion d'un hébergement touristique de terroir avec tout ce qui est lié à la TVA, à la Banque Carrefour des entreprises, à la fiscalité, etc. Je ne sais pas s'il y a des questions peut-être sur la partie hébergement avant de passer plus à la partie circuit court. Moi, j'avais peut-être une question. Oui. Tu parlais donc de la reconnaissance du Commissariat général au tourisme. Oui. Tu as décrit les différentes obligations administratives qui sont à faire, mais tout ça, j'imagine qu'on peut le faire bien en amont du projet, et donc voir si on a droit à des réductions, à de la promotion gratuite, ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est plutôt en fin de projet qu'on voit si on a accès à tout ça? Non, c'est plutôt en fait en début de projet parce que tout ce qui concerne les subventions, donc une fois qu'on est reconnu par le CGT, donc le Commissariat général au tourisme, en fait tu fais une demande de reconnaissance et d'autorisation, donc tu ouvres un dossier qui peut déjà se faire quand tu es en train de monter ton projet et donc les travaux, puisque pour pouvoir avoir les subventions, tu dois recenser certaines factures, etc. Et donc, si tu fais la demande d'autorisation 5 ans après, tu ne pourras pas revenir en arrière sur certaines factures. Donc, il y a quand même un délai pour les subventions. Et alors, au niveau, par exemple, de tout ce qui est promotion et utilisation de l'outil régional de commercialisation, c'est des choses auxquelles on a d'office accès quand on est reconnu.
Et donc, voilà, il faut montrer l'attestation de sécurité incendie. Donc ça, forcément, l'hébergement va être ouvert à ce moment-là et les pompiers doivent venir constater que tu es en ordre au niveau incendie. La déclaration d'exploitation aussi. Donc ça, c'est les démarches administratives. Et une fois que tu es reconnu, tu as accès à la promotion de Visite Wallonia et du Commissariat général au tourisme et aux subventions. Mais les subventions sont en train d'être revues aussi, donc il faut voir comment elles vont évoluer dans le futur. Mais imaginons même que si les subventions n'existaient plus, c'est une démarche qui peut se faire déjà en amont et se réfléchir en amont et au moment de l'ouverture aussi du projet d'hébergement. Oui. Ok, merci. Voilà, et donc, deuxième type d'activité. Je crois que Marianne avait, Ouais. pardon, Marianne a une question Oui. aussi. Oui, j'ai une Ah, mais moi, je ne question vois pas les aussi. questions. Ah, ok, c'est pour ça que je me permets de t'interrompre. Oui. Ok. Et j'ai une petite question. Au niveau des aides à l'ISA, ça peut aussi passer là-dedans, en fait, comme c'est une activité agricole. Oui, il y a des aides à DISA. Il y a des aides qui sont possibles aussi, mais alors il faut faire attention. Souvent, on cumule en fait entre les aides du Commissariat général au tourisme et les aides à DISA, mais ça peut rentrer dans ce cadre-là aussi, oui. Mais donc, il faut plutôt se renseigner au niveau des centres de comptabilité de gestion pour voir ce qui peut être bien pris en compte dans les dossiers d'aide. Mais normalement, ça peut rentrer dans ce cadre-là aussi, oui. Ok. Il n'y a plus d'autres questions? Non, c'est bon, tu peux continuer. Ouais. Merci. Et donc, deuxième type de diversification, donc nous qu'on accompagne chez Accueil Champêtre, c'est tout ce qui concerne la transformation et la commercialisation en circuit court. Donc, une petite définition que vous connaissez sûrement, mais donc nous, ce qu'on appelle circuit court, c'est vraiment les modes de commercialisation des produits agricoles qui soient soit bruts ou transformés, mais dans lequel, au maximum, un intermédiaire intervient entre le producteur et le consommateur. Souvent, il y a une notion de distance aussi qui est liée au circuit court. Il n'y a pas vraiment de définition arrêtée, même non plus au niveau de la région. C'est souvent aussi très personnel comment on définit un circuit court aussi et un mode de commercialisation en circuit court, mais c'est au maximum un intermédiaire qui intervient en tout cas entre le producteur et le consommateur. Donc ici, juste une petite représentation de la commercialisation, soit en circuit classique, ou alors on va passer par des grossistes et des intermédiaires, et puis un point de vente avant d'arriver au consommateur. Et à la commercialisation en circuit court, ou alors là, il y a au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur pour la vente des produits. Au niveau des différents modes de commercialisation en circuit court, il en existe quand même pas mal qui peuvent soit se faire avec commande ou sans commande au préalable. Et la commercialisation peut soit se faire en dehors de la ferme ou à la ferme directement. Donc, en dehors de la ferme, on a tout ce qui est les groupes d'achat alimentaires, soit des paniers, des points de vente collectifs, des tournées aussi, des ventes par correspondance ou par Internet, tout ce qui est restauration collective. À la ferme, on a alors les points de vente à la ferme, des paniers ou aussi des groupes d'achat alimentaire et des points de dépôt à la ferme. Alors, sans commande, on a plutôt en dehors de la ferme, soit tout ce qui est marché en bord de route, des distributeurs automatiques, lors de foires et salons aussi, des restaurations en dehors de la ferme. Et alors, à la ferme directement, on peut avoir encore des magasins à la ferme, des marchés, des distributeurs automatiques, de l'autocueillette, de la restauration ou de la petite restauration à la ferme ou encore des événements organisés à la ferme qui permettent de vendre donc ces produits ou les produits d'autres producteurs en circuit court. Alors, quand on veut se lancer dans un projet de transformation alimentaire, il faut faire attention à tout ce qui est accès à la profession, donc notamment pour tout ce qui est transformation de la viande et mise en place d'un atelier de découpe à la ferme. Donc là, il faut un accès à la profession de boucher charcutier.
ou alors pour tout ce qui est boulangerie, pâtisserie aussi. Ces accès à la profession, ils peuvent s'obtenir aussi par expérience. Donc, nous, on a des agriculteurs qui n'ont pas l'accès à la profession, mais qui ont quand même ouvert des ateliers de transformation, notamment de viande à la ferme, et qui alors engagent un boucher qui vient découper la viande pour eux. Et alors, ils font une demande pour obtenir cet accès à la profession par expérience et donc en travaillant 3 ans avec le boucher. Alors après, ils obtiennent l'accès à la profession pour pouvoir exercer eux-mêmes également. Alors, il faut faire attention aussi à tout ce qui est les codes d'activité et l'inscription à la Banque Carrefour des entreprises. Donc, mais ça vaut finalement pour toutes les activités de diversification à la ferme. Il y a des codes NAS spécifiques qu'il faut obtenir avant de lancer son activité. Alors, généralement, ce qu'on conseille aussi, c'est quand on lance l'activité, c'est de s'inscrire et de prendre les codes NAS qu'on imagine aussi qu'on va faire même dans quelques années, même si le projet ne se met pas en place tout de suite, parce qu'à chaque fois que vous devez remettre une nouvelle activité et un nouveau code NAS pour cette activité, il faut payer. C'est important aussi d'être à jour dans ces codes NAS, notamment par exemple quand on a eu toute la période Covid et qu'il y avait des aides qui pouvaient être octroyées aux porteurs de projets en différents types de diversification. Si les codes NAS n'étaient pas en ordre, ça posait quand même problème, quoi. Il y a également tout ce qui concerne le statut pour déclarer les revenus et tout ce qui concerne la TVA. Donc, quand on développe une activité de diversification, mais aussi principalement en circuit court, soit l'activité peut se faire sous la même entité juridique que celle de la ferme, soit sous une entité juridique distincte. Et alors, il faut faire attention quand la ferme est au forfait ou pas. Les activités de transformation et de commercialisation en circuit court ne peuvent pas se faire sous le forfait agricole, que ce soit au niveau de TVA ou fiscal. Et donc, soit il faut changer passer du forfait à un régime réel en termes de TVA et de fiscalité, ou alors il faut demander une dérogation spécifique pour pouvoir exercer l'activité de diversification qui ne rentre pas alors dans le cadre du forfait. Faire attention à tout ce qui est aussi permis d'urbanisme et d'environnement pour le développement des activités de transformation à la ferme. Au niveau des aides pour un projet en circuit court, il y a différents types d'aides, en plus des aides classiques agricoles, des aides à DISA donc. Il y a des aides aussi pour les petites et moyennes entreprises qui peuvent être obtenues pour l'engagement personnel. Et donc, un organisme qui recense un peu pour les développements des circuits courts en Wallonie, c'est Wallonie Entreprendre. Donc, parfois, quand en parallèle des aides à DISA, donc plus connues dans le secteur agricole, eux peuvent orienter aussi et appuyer pour d'autres types d'aides et notamment pour la transformation et la commercialisation en circuit court. Donc, ça peut être intéressant un peu de prendre contact avec eux. Ouais. Ici, une petite vidéo d'une jeune agricultrice qui était venue faire son stage travail de fin d'études chez nous à Accueil Champêtre et qui dans ce cadre-là faisait de la transformation de lait de chèvre et qui avait fait un crowdfunding pour faire évoluer un petit peu son projet. Je m'appelle Marie Daumier, j'ai 20 ans, j'ai commencé une micro-fromagerie il y a plus ou moins 2 ans. J'ai 17 chèvres que je traite, je fais du fromage de chèvre. Et avec le lait de mon papa, je réalise du fromage de vache. C'est en petite quantité actuellement, mais je souhaite
agrandir par la suite quand j'aurai fini mes études. J'ai d'abord débuté en construisant un petit atelier. Ensuite, j'ai décidé de faire un projet Mimosa. Ce financement participatif m'a permis de développer la fromagerie et d'en arriver au point où elle en est actuellement. Moi, je trouve que ça a été facile de réaliser la collaboration avec Mimosa. Dans le futur, je compte construire une fromagerie et une chèvrerie, m'agrandir et agrandir la panoplie de fromage, on va dire, tout en visant le circuit court et la production artisanale. Oui, donc voilà, Mimosa, c'est une plateforme vraiment spécialisée pour le crowdfunding, souvent des activités plutôt agricoles, quoi. Alors pour tout ce qui est transformation et commercialisation en circuit court, mais donc comme Victoria l'a dit au début, vous aurez un webinaire spécifique là-dessus. Mais donc un organisme vraiment de référence, c'est Diversiferm. Donc Diversiferm, c'est une association de plusieurs structures et qui sont organisées en différents pôles. Et donc dans ce cadre-là, Accueil Champêtre, nous on est le pôle plus administratif et de structuration de projets. Il y a aussi un pôle qualité et hygiène alimentaire à l'Université de Liège, donc à Gembloux ici, et des pôles technologiques donc pour la transformation directe au Cara et à l'EPASC à Ciney, donc le Cara dans la province du Hainaut, l'EPASC à Ciney, donc là c'est pour la transformation de fromage. Et alors maintenant il y a un pôle pour tout ce qui est transformation de légumes et donc conserverie. Et ça, c'est Jean Blou qui a mis en place ça. Et alors, sur leur site internet, mais je suppose qu'ils vont rentrer plus dans les détails dans le cadre du webinaire aussi, dans la rubrique ressources, il y a des outils utiles développés par Diversiferm, mais notamment leur vademecum de la valorisation en circuit court, où là, il y a des fiches spécifiques par filière, donc que ce soit la transformation de viande, transformation de fromage, etc., avec vraiment des synthèses courtes et très bien faites pour toutes les règles au niveau hygiène, mais au niveau obligations légales, BCE, etc. aussi. Donc ça, c'est vraiment un outil de référence qui peut vous servir avant de se lancer dans un projet de transfo. Il y a aussi sur notre site internet d'autres documents utiles qui reprennent un peu la synthèse, soit pour ouvrir un magasin, pour vendre en B2B ou en B2C, pour installer un distributeur automatique à la ferme, ou alors d'autres questions spécifiques comme tout ce qui concerne les emballages ou les codes barres. Voilà pour la partie circuit court. Je ne sais pas, peut-être s'il y a des questions plus spécifiques auxquelles je saurais répondre avant de passer à la suite. Je ne vois pas de questions, non. Donc, ça va. Ça va. On continue alors, oui. Ouais. Alors, maintenant, tout ce qui concerne la diversification par la pédagogie, donc au niveau des activités pédagogiques à la ferme, ce qu'on entend par là, c'est tout ce qui est l'accueil de classe, les stages et les anniversaires à la ferme. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir l'agriculture d'hier, mais surtout d'aujourd'hui, l'agriculture wallonne, de faire découvrir le métier d'agriculteur, de sensibiliser à la nature, à l'environnement, et alors à la production agricole et à l'alimentation quotidienne, donc du champ à l'assiette, pour les enfants, mais ça peut s'ouvrir aussi à l'accueil de famille et à la visite de ferme en famille. Cette vidéo-là, c'est une petite vidéo pour promouvoir les fermes pédagogiques. Ça vous dirait de donner cours dehors, de profiter du grand air et de découvrir la ferme, la campagne et le cycle des saisons?
Ça vous dirait d'aller en excursion dans une ferme pédagogique? Aller en ferme pédagogique, c'est l'occasion de découvrir la nature, les animaux, le monde agricole et la vie à la campagne. C'est profiter d'activités pour tous, en plein air, où toutes les mesures d'hygiène et de sécurité nécessaires sont prises pour le confort des plus petits et des plus grands. Ce programme vous tente? Alors partez découvrir le monde des fermes pédagogiques. Alors, au niveau des accueils de classe, ce sont des accueils qui se font à la demi-journée ou à la journée entière. Soit ça peut se faire aussi sous forme de séjour, donc des classes vertes où les enfants dorment sur place et donc où il y a un gîte et donc l'hébergement et les repas qui sont fournis aux enfants en plus des activités d'animation. Au niveau de l'accueil extrascolaire, alors là, on a les anniversaires à la ferme qui se font généralement le mercredi après-midi et le week-end. Et c'est plutôt des plages horaires de 2 à 3 heures où il y a une dizaine d'enfants qui viennent pour l'anniversaire d'un petit copain avec souvent les parents, évidemment, de l'enfant fêté et où il y a une activité et alors où le gâteau et n'est pas fabriqué sur place, mais est dégusté en tout cas sur place. Et alors, il y a tout ce qui est stage à la ferme durant les vacances scolaires qui peuvent se faire soit en internat ou en externat aussi. Voilà, donc c'est des stages aussi, ça peut se faire, les périodes peuvent être définies, mais souvent des stages d'une semaine, mais ça peut être moins parfois. Un point d'attention, c'est la différence d'appellation entre les fermes pédagogiques et ce qu'on appelle, nous, les fermes d'accueil d'enfants et les fermes d'animation. Donc, les fermes pédagogiques, c'est une appellation qui est reconnue par la région wallonne avec un petit cahier des charges spécifique. Et donc, quand on fait des activités pédagogiques à la ferme, il faut être autorisé par la région wallonne pour pouvoir prendre cette dénomination-là. Par opposition, une ferme d'accueil d'enfants, c'est une ferme qui accueille des enfants, mais qui n'est pas reconnue par la région wallonne. Et une ferme d'animation, c'est alors plutôt des gens qui ne sont pas agriculteurs à la base, qui n'ont pas une activité de production agricole et qui font quand même des animations pédagogiques avec des animaux, des chevaux, etc. Mais il n'y a pas de production agricole, il n'y a pas un statut d'agriculteur derrière. Et donc, pour la reconnaissance officielle au niveau de la région wallonne, les critères qui sont demandés, c'est que la demande doit être faite par un agriculteur ou une agricultrice qui est en activité, donc ça doit être lié à une ferme en activité. L'agriculteur ou l'animateur doit avoir une formation pédagogique et au premier secours. Donc, dans ce cadre-là, nous, on dispense des formations de 3 jours pour pouvoir obtenir cette attestation pour les animateurs ou pour l'agriculteur. S'il y a un titre de base en pédagogie comme un diplôme d'instit, alors c'est d'office OK, quoi. Et la formation au premier secours doit être renouvelée tous les X temps aussi pour se tenir à jour. Il faut disposer d'un local d'accueil pour les enfants avec des sanitaires adaptés. Au niveau sécurité, il y a des assurances spécifiques à avoir, une analyse de risque qui doit être faite par Preventagri, donc qui vient sur la ferme analyser un petit peu tout ce qui pourrait poser problème pour les enfants. Et les locaux d'accueil doivent de nouveau, ça c'est comme finalement pour les hébergements aussi, pour tous les types d'accueil, mais doivent être en ordre au niveau d'un point de vue électrique et au niveau sécurité incendie. Donc, il faut fournir les attestations à la région wallonne. Et oui, les activités doivent répondre aux missions qui sont précisées dans le Code wallon de l'agriculture, mais donc c'est ce qu'on a vu plus haut, c'est vraiment l'accueil de classe, les stages et les anniversaires à la ferme principalement. Alors, il faut s'engager à rédiger un rapport annuel et à fournir des formulaires de satisfaction aux visiteurs pour qu'ils les remplissent, qu'ils vous donnent un retour sur les accueils qui sont faits. Vous avez le lien pour demander, pour remplir en tout cas le dossier pour obtenir l'appellation ferme pédagogique. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans l'accompagnement qu'on fait, forcément on oriente vers la reconnaissance et vers la demande de reconnaissance de l'appellation. Mais peu importe que vous la demandiez ou pas, finalement on met en avant les mêmes critères. Donc, de disposer d'un local d'accueil avec des sanitaires, de faire passer Preventagri, d'être en ordre au niveau incendie et au niveau électrique.
Et donc l'appellation ferme pédagogique, c'est vraiment un plus. Pour le moment, il n'y a pas de subsides qui sont octroyés aux fermes pédagogiques qui sont reconnues, sauf en province de Liège, où il y a une enveloppe globale annuelle qui est mise à disposition pour toutes les fermes pédagogiques. Et donc, cette enveloppe, le montant total n'est pas modifié d'année en année en fonction du nombre de fermes, mais redivisé entre le nombre de fermes qui sont reconnues par la région wallonne. Voilà. Et nous, on pousse pour qu'il y ait un subside, en tout cas, qui soit octroyé à toutes les fermes reconnues ou qu'il y ait un moyen de vraiment mieux les mettre en évidence. Mais par exemple, pendant le Covid, quand il y a eu toute la période Covid et que les activités ont été totalement arrêtées, ben là, il y a eu une aide qui a été octroyée, mais donc uniquement aux fermes pédagogiques reconnues. Voilà, 2 documents utiles pour vous aider, par exemple, pour la mise en place d'un projet, tout ce qui est gestion d'une ferme pédagogique avec tout ce qui concerne la BCE, la TVA, etc. Et alors, on a de plus en plus de demandes de porteurs de projets pour le passage d'une ferme pédagogique en ASBL aussi, qui a ses avantages et ses inconvénients, et dont il faut avoir bien conscience avant de changer de statut, quoi. Voilà, s'il y a des questions spécifiques pour la partie activité pédagogique ou pas. Moi, j'avais une question que je relaye, donc c'est Sophie, de la part de Claire. Je sais pas si, voilà, je pense que c'est pas vraiment un ferme pédagogique, mais c'est dans l'aspect pédagogie. Donc, je te la lis parce que Claire n'a pas pu participer. Donc, elle pense à développer des ateliers découverte de la fabrication du fromage ou de la glace, style We Can Do. Donc, en fait, We Can Do est un organisme qui met en relation les artisans avec le grand public qui veulent découvrir comment soit faire du fromage ou construire un meuble. Et donc, ici, les participants passeraient une demi-journée avec Claire pendant une fabrication pour voir comment on fait du fromage. Et elle voulait savoir s'il y a des règles particulières et à quoi elle doit faire attention. Oui, mais ça, c'est plutôt pour les adultes alors. Oui, tout à fait. Oui. Pour les règles spécifiques pour ça, là, je ne sais pas te répondre comme ça. En fait, il faudrait que je vois avec mes collègues des circuits courts. Il y a des choses spécifiques pour forcément le petit atelier ou le local dans lequel ils vont recevoir. Mais il faudrait que je vois avec mes collègues et alors je te relayerai les réponses, quoi, parce que là, je ne saurais pas te répondre spécifiquement, quoi. Pas de souci, c'est parfait. Merci. Voilà. Et donc maintenant, dernier point de diversification de projets spécifiques, c'est tout ce qui concerne les loisirs à la ferme. Donc on a par exemple des agriculteurs qui mettent en place des activités de golf champêtre. Donc, c'est le même principe que le golf traditionnel, mais du coup, ça se fait dans une prairie, généralement au milieu donc, des vaches, mais avec un gros maillet en bois et une grosse balle en cuir. C'est une activité qui coûte vraiment pas cher à mettre en place et qui est très facile à mettre en place et qui, par contre, est très attractive quand vous avez un hébergement, quand vous faites de l'accueil à la ferme et qui est très sympa aussi pour les gens que vous accueillez, quoi. Qui peut aussi être une activité de team building pour des équipes qui viendraient faire des mises au vert à la ferme. Et donc, il y a un golf. Nous, on en a quelques-uns. Si vous allez voir sur notre site internet accueilchampêtre.be, on en a genre 6 ou 7 connus, donc notamment le golf champêtre de la ferme de la Bourgade, près de Sommeuse. Alors, il y a des activités insolites aussi, tout ce qui est sentier pieds nus. Donc là, c'est vraiment un parcours de 2 ou 3 kilomètres autour de la ferme, ou même plus court, mais autour de la ferme, dans différentes matières. Donc, ça va être soit sur des troncs d'arbres, dans de la paille, dans du foin, dans l'herbe, dans la boue, dans la rivière. Le plus connu, c'est le sentier de la ferme de la Planche à Mont-le-Banc. Donc, c'est vraiment très chouette parce pendant 2 ou 3 kilomètres avec les enfants,
on se promène à pieds nus et on arrive, on termine à moitié dans la boue jusqu'au-dessus des cuisses si on en a envie. Il y a une grande plaine de jeux à la fin avec une petite restauration et c'est vraiment une activité qui fonctionne super bien. Eux, je pense qu'ils n'ont plus l'activité agricole de base, mais le sentier pieds nus est toujours actif et ils accueillent 20 000 visiteurs par an, quoi. Et alors, il y a tout ce qui est aussi team building et mise au vert. Donc, si vous avez aussi la possibilité, notamment même dans le cadre des fermes pédagogiques, quand il y a un local pour accueillir les enfants, donc il y a une salle finalement à disposition, ou peut-être que si vous couplez une activité de gîte avec une salle de réception, elle peut aussi servir pour des activités de team building pour des entreprises, quoi. Voilà. Alors, un petit point sur le label Bienvenue Vélo. Donc, c'est un label de la région wallonne pour mettre en évidence les endroits où les cyclistes peuvent se rendre et où ils savent qu'ils auront accès à un local vélo sécurisé, à du matériel de réparation, où on va leur remplir leur gourde d'eau gratuitement, etc. Et ce label-là, il est ouvert pour différentes attractions comme les musées en région wallonne, mais maintenant il est ouvert aux hébergements touristiques, aux magasins à la ferme et aux restaurants à la ferme. Donc vous avez le lien vers les sites de référence pour obtenir ce label. C'est vraiment une labellisation assez facile à obtenir qui de nouveau ne demande pas beaucoup d'investissement, mais qui vous permet aussi d'être référencé sur, par exemple, les cartes Ravel et donc sur tous les sites de référence, notamment maintenant comme il y a beaucoup de voyages à vélo avec les Eurovélos, etc. Donc ça permet peut-être une belle visibilité si vous avez un Ravel qui est, ou une route de vélo qui est située à proximité de la ferme. Oui, donc ça c'est un lien vers l'outil pour créer un golf champêtre. Et ici, une petite vidéo sur le label Bienvenue Vélo qui a été ouvert donc récemment aux hébergements touristiques de terroir et aux magasins à la ferme. Salut! Voilà, un yaourt nature. Ici, c'est une ferme de vaches laitières et nous avons un magasin à la ferme. Donc je transforme une partie de notre production de lait en différentes sortes de produits. Un demi-crémé. On a décidé de prendre le label Bienvenue Vélo parce qu'on avait énormément de clients en vélo, des habitués surtout. Donc c'était pour leur proposer quelque chose de plus et les accueillir au mieux. Le label Bienvenue Vélo est une initiative de la région wallonne qui a pour but d'offrir un service spécifique aux cyclistes qui voyagent en Wallonie, que ce soit au niveau des hébergements touristiques, des attractions ou encore des restaurants. Et puis dernièrement, grâce à l'initiative de notre SBL, nous avons créé une grille de critères pour permettre aux magasins à la ferme d'accueillir également les cyclistes. Donc le service qu'on propose en plus, c'est qu'on a ce que j'appelle la trousse de secours pour les vélos, qui permet de réparer les fuites, de regonfler si besoin. On a des clés aussi pour les petites pannes. Et alors j'ai aussi l'infirmerie pour les cyclistes si éventuellement il y a quelqu'un qui a chuté. Les magasins à la ferme voient régulièrement des cyclistes s'arrêter pour acheter des produits, demander à remplir leurs bouteilles d'eau. Et donc, effectivement, nous trouvions qu'il était intéressant de développer le label pour ces prestataires aussi. Pour les magasins, la grille est relativement light puisque ce n'est pas un lieu où les cyclistes vont s'arrêter longtemps. Donc, il fallait que ce soit très accessible aux prestataires. Donc au niveau du parking, quand on a aménagé notre cours, on a prévu la place pour les voitures bien évidemment, pour les motos. Et pour les vélos, on a mis un râtelier pour 4 vélos et on a ajouté de notre propre initiative une prise pour recharger les vélos électriques. Dans le label, on nous demande de pouvoir guider les gens, leur expliquer où ils peuvent aller après, quels sont les restaurants dans la région et éventuellement les endroits où loger. Ça m'est déjà arrivé aussi de téléphoner aux chambres d'hôtes au bout de la rue pour voir s'il y avait de la place pour un client qui était ici en vélo. Maintenant, le label est accessible à tous les magasins qui souhaitent pouvoir afficher le label Bienvenue Vélo sur leur devanture.
Et donc, pour terminer sur les types de diversification, donc c'est vrai, il y a encore la diversification par l'accueil social. Donc ça, c'est un projet que nous, on a développé aussi, mais pour le moment, il n'y a plus personne qui travaille dessus, mais ce n'est pas pour autant que ça n'existe pas en région wallonne. Donc l'accueil social à la ferme, c'est vraiment une alliance win-win entre un agriculteur, une structure sociale ou de santé et des personnes qui sont soit en difficulté à la recherche d'une pause, d'un rythme de vie, de confiance en elles ou qui sont porteuses d'un handicap. Et donc, la structure sociale ou de santé et le service d'accompagnement vont faire le matching entre l'agriculteur et la personne qu'il va accueillir. L'accueil social, finalement, la différence par rapport à tous les types de diversification qui ont été présentés avant, c'est qu'il n'y a pas un objectif lucratif derrière, parce que souvent, il peut y avoir peut-être un petit défraiement pour l'accueil de la personne en difficulté, mais il n'y a pas d'objectif de rémunération à proprement dit de l'agriculteur, quoi. C'est vraiment apporter de l'aide à quelqu'un en difficulté sans attendre forcément une rémunération en retour. Ici, il y a une petite vidéo sur une personne qui fait de l'accueil social dans le cadre d'un projet qui s'appelle Vache et Bourrache. Notre ferme s'appelle la ferme Sainte-Catherine. Je suis assistante sociale de formation. Nous sommes une exploitation principalement laitière, avec un tout petit troupeau de viandeuses aussi. On traite une 50aine de vaches. On est aussi en culture, donc on a une 30aine d'hectares de culture. Nous avons depuis 7 ans l'activité pédagogique. Nous organisons les anniversaires, des stages et alors nous recevons des écoles. Le projet Vache et Bourrache m'apporte d'accueillir une personne, de partager avec elle, de partager le métier d'agriculteur. Puis on voit que cette personne aussi est intéressée parce qu'elle peut faire, découvrir, apprendre. Ça permet aussi pour moi de ne pas être toute seule ma journée à faire le travail que j'ai à faire et de le faire à deux. Donc je suis quelqu'un qui aime bien partager, qui aime bien parler. Oui, c'est gratifiant le fait de voir que la personne est intéressée et puis désire parfois apprendre un peu plus. Et puis alors il y a aussi l'aspect social qui me parle beaucoup. En tout cas, une fois par semaine comme c'est pour l'instant, c'est très bien. Et ça permet vraiment un échange le long d'une journée qui est très enrichissant, je pense, pour les deux parties, quoi. Je lui ai présenté la ferme, les animaux. Et on nettoie au moins un bord. Souvent, on nourrit les petits animaux de basse-cour. J'ai quelques poules, chèvres et lapins. En général, elle vient aussi avec moi les nourrir. Il y a des choses sur lesquelles je sais que je peux me reposer. Parfois, elle m'aide aussi pour mon activité pédagogique. On a un tout petit potager, mais familial, où elle m'a aidée. Ce que j'aime, c'est de donner à manger aux poules, d'être dehors. J'ai nettoyé la cage des lapins. Encore en bas, voilà, tu le mets aux 3 quarts là. Ouais, je suis contente d'être ici. J'aime bien être avec les animaux. Le premier point positif, c'est que les personnes sortent de chez eux pour se retrouver dans un autre contexte, qui est la ferme, la nature, les animaux. À partir du moment, je pense, où l'agriculteur ou l'agricultrice ou n'importe quel accueillant un tant soit peu partager son métier et être en contact avec d'autres, quoi. Je pense que ça peut fonctionner, quoi. Et est prêt à l'inclure, oui, dans son travail de tous les jours. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de rentrer dans le projet, quoi. Au niveau de l'agriculture sociale, il y avait un site qui avait été mis en place, agriculturesociale.be, qui vous permet maintenant, comme le projet
n'est plus en activité chez nous, mais de vous relier, de vous renvoyer vers des structures plus locales qui ont des projets, donc notamment dans différentes régions. L'ASBL plutôt de référence en Wallonie pour l'agriculture sociale, c'est l'ASBL Nos Oignons. Et alors en province du Luxembourg, il y a une dame dans le service agriculture qui est spécialement dédiée pour orienter les porteurs de projets qui veulent développer l'agriculture sociale dans leur ferme. Voilà. Moi, il me reste encore quelques points abordés où on parle un petit peu de communication et au niveau rentabilité des activités de diversification, mais finalement, c'est valable pour tous les types de projets, pas forcément ceux de diversification. Donc, comme on a un peu le temps, je propose de les passer en revue et puis d'enchaîner avec les questions s'il y en a encore, quoi. Souvent, pour les activités de diversification, nous, on met quand même en évidence l'importance de bien communiquer sur ces projets pour pouvoir attirer le client, enfin le consommateur à la ferme. Et donc, quand on parle de ça avec les porteurs de projets, on aborde la pyramide de la communication où la base, c'est vraiment d'avoir des photographies de qualité, soit d'apprendre à faire des photos correctes aussi avec son smartphone ou de faire appel à un photographe pour pouvoir mettre en évidence notamment son gîte, ses chambres d'hôtes, son magasin à la ferme. La deuxième, le milieu de la pyramide de la communication, c'est vraiment un site Internet de qualité, un site Internet qui va être responsive, où l'information est claire, où les onglets sont simples et où on peut avoir accès à l'information en très peu de clics aussi pour ne pas perdre le consommateur. Et alors, le haut de la pyramide, c'est vraiment tout le reste qui est lié à la communication. Et donc, tout le reste, ça peut être un nom aussi pour bien, qui est parlant pour l'activité, un logo, un nom de domaine aussi pour la mise en place d'un site Internet, d'avoir une adresse email professionnelle. Nous, on a encore beaucoup de porteurs de projets, notamment pour des gîtes avec des adresses email personnelles un peu spéciales ou qui n'ont ni queue ni tête. D'avoir une signature email professionnelle. Tout ce qui est fiche Google My Business pour pouvoir être facilement visible et qu'on puisse venir accessible aussi sur Internet. Tout ce qui est réseaux sociaux, principalement Facebook et en option plus des réseaux sociaux, des nouveaux réseaux sociaux Instagram ou TikTok. Tout ce qui est carte de visite, flyers ou création de visuels aussi, mais dans une moindre mesure par rapport à tout ce qui est cité au-dessus. Typiquement, parfois, ce qu'on rencontre encore ici, quelques exemples pour montrer l'importance d'une belle photo, où là, la photo est sympa quand même, mais on a un gros panneau orange, on ne sait pas trop où on va. Et donc, on perd un peu, on ne sait pas trop où on veut en venir avec cette photo quand on présente ça pour un gîte. Ça existe encore, des photos comme ça pour réserver sur des sites comme Airbnb ou Booking où il y a une photo qui ne sert à rien. Ce n'est pas très vendeur. Ou typiquement ici avec un titre Maison pour des aventuristes, le prix à 12 € par nuit. Voilà, il faut être motivé pour pouvoir avoir envie de réserver là-dedans. Et par opposition à ça, ici, là, on met en évidence une photo quand même plus vendeuse où on a envie de s'installer au coin du feu pour boire un verre. La photo est bien prise, les couleurs sont belles. Ici aussi, pour un gîte ou une chambre d'hôte. Ou encore ici, des photos pour des produits d'un magasin à la ferme, par exemple, quoi. Tout ce qui est photo aussi sur les réseaux sociaux, site Internet, juste quand on photographie des personnes ou des enfants, normalement, on doit bien demander l'autorisation. Voilà, donc il y a des petites... même quand on prend des photos qui ne nous appartiennent pas, il faut prendre des photos libres de droit. Donc voilà, juste en termes de com, des petites infos à avoir en tête. En termes d'outils gratuits,
à connaître pour la communication finalement. Un outil qu'on utilise beaucoup, même en interne, c'est Canva pour créer des visuels attractifs. Ce qu'on appelle Unicode Text Converter, c'est pour toutes les publications sur les réseaux sociaux, pour pouvoir mettre le texte en gras ou dans une police spécifique. Ça se fait beaucoup maintenant. Pour des outils pour générer une signature mail ou encore scanner ces documents en papier. Voilà, ils sont souvent des outils faciles d'utilisation et qui sont gratuits aussi, en tout cas dans leur première version. Un autre point qu'on met aussi en avant quand on accueille des gens à la ferme, c'est ce qu'on appelle le parcours client. Et donc, c'est le fait de susciter l'aspiration pour que les gens viennent chez vous et qu'ils aient envie de revenir une prochaine fois. Et donc, ça commence par le fait de susciter l'aspiration et donc les gens vont vous rechercher sur Internet et donc parler de la fiche Google My Business, d'avoir un site Internet clair et facile d'accès où on trouve tout de suite l'information, où il y a des boutons pour réserver en ligne ou pour commander en ligne, facilement accessible et facilement visible. Une fois qu'on vous a recherché sur Internet, c'est que les gens puissent préparer la visite dans votre lieu d'accueil et donc les coordonnées de contact, soit sur Google My Business ou sur le site Internet, soient clairement présentées avec les numéros de téléphone et les adresses. Savoir aussi comment on se rend sur votre lieu, est-ce qu'il y a un accès pour les personnes à mobilité réduite, comment est-ce qu'on peut y venir à vélo, en voiture, en moto, en transport en commun éventuellement. Lors de la visite aussi, c'est de pouvoir orienter convenablement le consommateur avec les panneaux d'orientation déjà dans le village et à l'entrée de la ferme, des parkings facilement accessibles ou mis en évidence. Alors après, tout ce qui se passe entre vous, l'accueillant, et la personne accueillie, notamment pour un séjour en hébergement touristique, et de susciter l'envie de revenir aussi par la qualité de votre accueil. Et alors, de fidéliser aussi le client via les réseaux sociaux ou via peut-être des moyens pour qu'ils reviennent, notamment dans le magasin à la ferme, avec peut-être des réductions, etc. Et donc voilà, donc ça c'est le parcours client finalement qui peut convenir pour tous les types de projets que vous développez dans votre ferme, quoi. Alors aussi un petit point sur un projet qui est mené chez nous avec la cellule Agri-Innovation. Donc ça, c'est un de mes collègues qui mène ce projet et donc où c'est vraiment une structure de coaching pour les projets plus innovants en agriculture et donc où on met en évidence aussi l'importance de la coopération entre agriculteurs. Et alors, dans le cadre de ce projet-là, notamment, il y a eu un accompagnement pour des projets comme les Chips de Lucien, la coopérative Épi de SB, et maintenant aussi il y a le projet Agronuts, donc pour la transformation, l'implantation de noisettes, enfin la production de noisettes en Belgique et leur transformation, ou encore la ferme de Froidefontaine, etc. Donc, c'est des projets qui ont été accompagnés ou suivis dans le cadre du projet Agri-Innovation. Et donc, si vous avez une idée de projet qui sort un peu de l'ordinaire ou en tout cas du cadre ici, peut-être des hébergements, de la transpo plus classique ou de l'accueil à la ferme, c'est vers Agri-Innovation qu'il faut s'orienter, quoi. Voilà, alors ce qu'on met aussi en évidence, nous, dans l'accompagnement de notre projet, on l'a dit un peu au début, c'est que le fait de se diversifier, ça permet aussi de s'affranchir de certaines aides ou du marché global et de se réapproprier en tout cas un prix juste pour soit de sa production si on fait de la transformation, mais en tout cas pour son activité de diversification. Et pour ça, ce qu'on met toujours en avant, c'est de réaliser un business plan pour le projet qu'on veut mettre en place et donc pour pouvoir bien le structurer et aussi analyser sa viabilité financière. Et donc, avant donc, de se lancer dans le projet,
on essaie de structurer en liant, en se posant les bonnes questions et en mettant un peu toutes les réponses à ces questions sur papier. Donc, il y a tout ce qui est questions matérielles. Est-ce que j'ai déjà un bâtiment ou un atelier? Est-ce que je vais devoir le mettre en place? Où est-ce qu'il se situe? Où est-ce que je me situe par rapport peut-être à un abattoir si je veux faire de la transformation de viande? De quel matériel est-ce que j'aurais besoin? Au niveau des questions personnelles, c'est quoi mes motivations initiales? Qu'est-ce que je vise comme objectif? Quel temps est-ce que je vais pouvoir consacrer à l'activité? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont devoir revenir sur la ferme pour travailler pour cette activité-là? Est-ce que je dois développer certaines compétences, avoir un accès à la profession? Comment est-ce que ça va se passer au niveau de l'organisation familiale si on ajoute un nouveau projet? Au niveau de la commercialisation en circuit court, est-ce que je veux commercialiser à des professionnels ou directement aux consommateurs? Est-ce que je veux commercialiser dans un magasin, en ligne ou autre part? Est-ce que ça doit se faire via une société, en personne physique? Ce genre de questions à se poser. Au niveau des obligations légales, il y a tout ce qui est lié à l'hygiène alimentaire, à la fiscalité, à la comptabilité, à la TVA, au permis, à la BCE. Au niveau de l'économie de l'activité, on met en évidence l'importance de calculer le prix de revient et le prix de vente pour pouvoir se dégager une marge, mais qui tient compte aussi de la rémunération et donc de ces heures de travail qu'on passe pour l'activité. De quel financement est-ce que je vais devoir avoir besoin? Où est-ce que je vais aller chercher ces financements? Est-ce que c'est en fonds propres ou pas? Est-ce qu'il y aura des primes? Au niveau de la communication, donc ça, on a vu un petit peu les points principaux qu'on met en évidence pour la communication, donc le site internet, les réseaux sociaux, etc. Et au niveau de la rentabilité, juste un petit point là-dessus. Donc vraiment, l'importance qu'une activité rentable, c'est une activité qui permet de payer à la fois l'ensemble des charges fixes et variables, et en ce, y compris finalement le temps de travail du porteur de projet. Et donc, on insiste sur l'importance d'inclure ce temps de travail finalement dans le calcul du prix de revient direct et donc dans l'ensemble des charges. Et donc, l'activité va être rentable si on arrive à couvrir l'ensemble des charges et à générer un profit finalement qui va permettre de faire face soit à des aléas divers pour l'activité ou de réinvestir l'argent dans l'activité ou d'avoir encore un revenu supplémentaire par rapport à ces rémunérations de base. Et donc voilà, quelques indicateurs de base, c'est le calcul du prix de revient. Donc, qu'est-ce que ça coûte de produire une unité de tel ou tel produit? Donc, c'est l'ensemble des charges fixes et des charges variables. Le calcul du prix de revient permet alors de fixer un prix de vente en se dégageant une certaine marge. Donc, trop souvent, nous, ce qu'on constate, c'est que les prix de vente sont aussi fixés sur base de ce qu'il y a forcément autour un petit peu de chez soi ou du marché global, mais qui ne tient pas compte, en tout cas dans un premier temps, du calcul du prix de revient. Donc, il faut quand même toujours mettre en parallèle le prix de revient et le prix de vente pour pouvoir pérenniser l'activité. Et alors, dernier indicateur, donc le chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça va me rapporter, qui permet aussi de voir ce qu'on va pouvoir dégager comme marge bénéficiaire. Voilà, alors au niveau économie, quelques liens vers des dossiers de synthèse sur notre site internet. Au niveau comptabilité générale pour une activité de diversification et sur tout ce qui est indicateur de rentabilité de base comme le chiffre d'affaires ou le seuil de rentabilité ou la marge bénéficiaire. Voilà, il y a encore quelques dias qui présentent l'ASBL, mais donc ça, je l'ai fait au début. Donc, j'en laisserai les gens en prendre connaissance avec le PowerPoint qui sera disponible. Voilà. Merci en tout cas, Elisabeth. Je ne sais pas s'il y a des questions, effectivement, par rapport à toute cette présentation. Je ne vois pas de questions en ligne, en tout cas. Moi, j'avais peut-être une question, c'est que souvent, tu as insisté sur les démarches
qui était nécessaire à faire, notamment en termes des pompiers, de permis d'environnement, etc. C'est quelque chose qui est franchement lourd ou de manière générale, les dossiers aboutissent assez facilement? Pour l'attestation de sécurité incendie, ça se fait auprès de la commune. Moi, j'ai jamais entendu que c'était vraiment des dossiers lourds, mais c'est que les règles, en fait, l'important, c'est vraiment de ne pas arriver au dernier moment pour se rendre compte qu'on a mal fait telle ou telle chose, par exemple dans le développement d'un projet de gîte, typiquement. Il y a quand même des normes à respecter en termes de, par exemple, mètres carrés au niveau des chambres ou de pouvoir mettre même un lit d'appoint dans un salon, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est important de prendre contact directement au début du développement du projet pour connaître les règles en amont pour qu'au final, ça se fasse très vite par la suite, quoi. Je sais que c'est un rendez-vous avec les personnes responsables au niveau des pompiers qui viennent faire une visite et qui attestent qu'on est OK au niveau de la sécurité incendie. J'ai jamais entendu que c'était des démarches trop lourdes, en tout cas pour l'attestation sécurité incendie. Et permis d'environnement, etc., bah, ça, je pense que ça dépend des types de projets aussi. Il y a tout ce qui est hygiène dans les ateliers de transformation, mais par exemple, il y a vraiment, alors, c'est de faire appel, c'est de se faire encadrer, quoi. Diversifermes, ils peuvent appuyer pour la réalisation des plans des ateliers. Preventagri aussi pour tout ce qui est ergonomie au travail, mais ils peuvent vous aider pour valider les plans. Et même l'AFSCA peut aider pour la réalisation des plans que eux valident après en aval. Donc voilà, moi je dirais que c'est surtout de prendre, de se faire accompagner ou de contacter les gens un minimum en amont du projet et de ne pas se lancer sans en avoir pris connaissance avant, quoi. Oui. OK, Et merci. ouais, et alors il y a toutes les démarches, c'est ça aussi, à chaque fois qu'on développe le projet, c'est de se poser les questions en amont, de tout ce qui est comment est-ce que je vais, au niveau de la gestion de l'activité, donc même TVA, fiscalité, c'est toutes les questions à discuter avec le comptable, parce qu'il y a des spécificités quand même fortes, qui sont soit liées au monde agricole ou à l'activité de diversification, en elle-même. Et donc, c'est d'être conscient avant de démarrer. Par exemple, un gîte peut s'exploiter en revenu privé, donc en tant que personne privée, même si on est agriculteur, et donc que ce soit totalement séparé finalement de la ferme, ou peut s'exploiter sous l'entité juridique de la ferme, ou encore sous une autre entité juridique. Mais ça implique d'autres choses au niveau de la TVA et de la fiscalité, et dont il faut avoir conscience avant de démarrer, parce que finalement, quand on les connaît, on s'oriente peut-être vers un autre mode d'exploitation de l'activité de diversification, quoi. Et donc ça, au niveau de la gestion, ouais, ça c'est vraiment le comptable qui reste le référent. Après, comme Diversifermes et tout ça, ou nous, on connaît les principes de base et on peut expliquer les schémas généraux. C'est notamment repris dans les différents dossiers là présentés. Mais après, il y a des questions plus spécifiques. Alors, c'est vraiment le comptable qui est le spécialiste là-dedans, quoi. Ouais. OK, merci. Voilà.